Bonjour à tous chers croque-lecteurs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour le 26e et dernier numéro de la saison. Mais ne vous inquiétez pas, pour le final nous vous avons concocté un menu composé des meilleurs chroniqueurs, ou pas. Nous commencerons bien entendu par une mise en bouche d'Alexis. Ensuite nous aurons le droit à Déborah et son sushi. Et nous terminerons comme la semaine dernière par de belles surprises du chef. Mais commençons sans trop tarder. Alexis va nous lire le début de Meurtre dans l'espace de Christophe Lambert. L'homme a enfin obtenu la réponse à la question fondamentale. Sommes-nous seuls dans l'univers ? En 2247, une sonde spatiale d'exploration est revenue sur Terre avec cette nouvelle sensationnelle. Il y a de la vie dans le système Alpha Centauri, situé à 4,3 années-lumière de la Terre. Les extraterrestres existent bel et bien, mais ils n'ont pas grand-chose à voir avec les humanoïdes verts ou gris souvent dépeints dans la littérature de science-fiction. Ils ne vivent pas dans de somptueuses cités volantes, ne possèdent pas d'astronefs et encore moins de rayons désintégrateurs. Pour tout dire, ils ressemblent plutôt aux premières formes de vie qui peuplaient la Terre il y a 400 millions d'années. Fer de lance du projet Marco Polo, le vaisseau spatial Space Beagle 2, baptisé ainsi en hommage au navire sur lequel Charles Darwin effectua son voyage d'exploration autour du monde dans les années 1830, a été envoyé en direction d'Alpha Centauri. Sa mission ? Collecter des échantillons de la faune et de la flore d'Asim 3, troisième satellite de la planète Asimov, et les rapporter sur Terre. La première partie de la mission s'est déroulée sans accroc. Lorsque commence le récit, le Space Beagle 2 est sur le chemin du retour, avec dans ses flancs sa précieuse cargaison. Tweep, 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 c'est le bruit de l'alarme, un bruit stressant, désagréable, flippant. Puck, mon robot, oui, j'ai un robot pour moi tout seul, c'est la classe, est sur le point de me renvoyer un frisbee quand la sirène électronique interrompt notre jeu. Oh oh, il y a un problème, lâche Puck en regardant d'un air inquiet autour de lui. Vous allez me dire, comment sait-on qu'un robot a l'air inquiet ? Il fronce ses sourcils, sa voix tremble. On voit bien que vous ne connaissez pas Puck. Mon petit pote est le robot le plus expressif de la galaxie. Je ne sais pas comment il fait. Il a une certaine manière de bouger son corps, une sorte de petit tonneau qui flotte à 1 mètre du sol grâce à une paire de répulseurs antigraves, de capter la lumière, de prendre des postures. On sent tout de suite quand il est content, choqué, effrayé, amusé, intéressé. Il possède 2 bras qui se terminent par des pinces. Sa bouche, un simple trou carré, peut s'ouvrir et se fermer à chaque syllabe. Il lui arrive même de cligner des yeux, enfin, des sondes optiques. Bref, il est assez craquant. Je l'ai eu comme cadeau pour mon 6e anniversaire. Alexia, tu dois te mettre à l'abri. Puck, tu n'es plus ma babysitter, je te signale. J'ai grandi. La prudence voudrait que... Arrête pour une fois qu'il se passe un truc intéressant à bord de ce tas de ferraille. Je pars en courant. Attends-moi, j'ai mis Puck. Il laisse tomber le frisbee et s'élance à ma suite. Je traverse la serre à toute allure. C'est mon endroit préféré dans le Space Beagle 2. Merci Alexis pour cette mise en bouche très appétissante. Maintenant, c'est au tour de Déborah de nous présenter un nouveau manga. Bonjour chers croque-lecteurs. Pour ma dernière chronique, je vais vous parler d'un excellent seinen scénarisé par Masatoki et dessiné par Anajiro, paru chez Kion récemment. Man in the Window. C'est leur premier titre en commun et c'est très prometteur pour la suite. Que raconte cette œuvre ? À 17 ans, Shuhei Takagi se prépare à entrer prochainement à la fac, quand la fille qu'il aime secrètement lui fait parvenir un message, comme quoi il fallait qu'il la retrouve dans une certaine impasse après les cours. Il n'en croit pas ses yeux d'abord, mais se décide quand même d'y aller pour voir. Et effectivement, au lieu de croiser la jeune fille, il rencontre un étrange homme derrière une fenêtre qui déclare être son lui-même, mais 3 ans plus tard. Seulement, ce Shuhei-là n'a rien à voir avec l'avenir prévu pour le jeune. Négligé, visiblement tombé en dépression, vivant dans une chambre en désordre, sombre et sale, son homologue se demande comment il a pu tomber aussi bas. Ne le croyant d'abord pas, il demande donc à l'homme derrière la fenêtre de lui prouver qu'il communique bien du futur avec lui. Celui-ci lui montre alors une série de preuves, comme par exemple les chiffres du loto du jour. Forcé de le croire, le jeune homme cherche à savoir la raison de cet échec dans la vie. Mais le Shuhei adulte préfère lui proposer de l'aide, de s'aider pour sa vie future. Il le pousse alors à utiliser sa connaissance des événements afin d'amasser un maximum d'argent qu'il pourra ainsi récupérer pour refaire sa vie et, tant qu'à faire, à sauver sa jeunesse. Cependant, les méthodes qu'il insiste à utiliser, comme récupérer des butins de voleurs, gagner au loto ou tricher aux examens, ne sont pas vraiment du goût du jeune Shuhei. En parallèle, il commence peu à peu à se rapprocher de la fille dont il est amoureux. Il demande donc ce qu'elle advient dans le futur et apprend qu'elle a été assassinée. Réussira-t-il à changer son futur ? Qu'as-tu pensé de ce seinen ? J'ai vraiment beaucoup aimé le manga Man in the Window de Masatoki et Anajiro, notamment grâce à sa superbe couverture montrant le Shuhei adulte au travers de la fenêtre. Tout d'abord, le genre, le fantastique m'a beaucoup intéressé. En effet, le garçon peut communiquer au travers d'une certaine fenêtre avec son lui-même de 3 ans plus tard.
Celui-ci est capable de lui prédire les événements à venir et il va s'en servir pour essayer d'améliorer sa vie. De plus, on ne sait jamais quel nouveau malheur on va apprendre et comment le héros va pouvoir s'en sortir. Le système de la fenêtre comme moyen de voyager dans le temps permet de nombreux rebondissements scénaristiques. Habituellement, il est impossible à une même personne venant de deux époques différentes de se trouver au même endroit. Ensuite, on s'interroge sur les deux personnages et leur personnalité. Comment ont-ils pu devenir si différents ? Le jeune et le vieux Shuhei, bien qu'étant la même personne, ont des caractères et des comportements diamétralement opposés. Alors que le second est négligé et manipulateur, le premier est naïf et a encore la candeur et l'insouciance de l'adolescence. On attend de découvrir le passé du plus vieux Shuhei. On se demande comment le jeune a pu changer et tomber dans cette situation pour le moins étrange. Le plus jeune cherche principalement à tout faire pour améliorer son futur, sans savoir les causes qui l'ont poussé dans cette situation, mais il s'oppose quand même à utiliser les chiffres du loto ou d'autres solutions illégales. Le Shuhei adulte, lui, n'a pas ses scrupules et n'hésite pas à manipuler son homologue innocent afin de parvenir à ses fins, comme lorsqu'il l'envoie chercher le butin d'autres voleurs pour le récupérer dans le futur. Pour conclure, je dirais que ce manga m'a séduite pour son genre, le fantastique, ses thèmes, la jeunesse et l'avenir, et enfin ses personnages principaux, les deux Shuhei. Un titre très prometteur à découvrir. Encore merci à Déborah pour sa chronique très intéressante sur Man in the Window. Nous allons maintenant débuter nos surprises du chef par l'interview de Manon Fargeton. Bonjour Manon Fargeton. Les Plieurs de temps vient de sortir chez Rajo. Pouvez-vous nous présenter les deux premiers romans de cette série ? Bien sûr. Alors, il s'agit de deux petits romans avec ils ont chacun un narrateur différent. Donc, il y en a un qui est centré sur Robin et on a son point de vue. L'autre qui est centré sur Anthony et on a son point de vue. Robin et Anthony sont tous les deux dans la même classe. Et il se trouve qu'ils ont un autre truc en commun, c'est qu'ils ont chacun chez eux une horloge magique. Celle de Robin lui permet d'arrêter le temps. Et pendant que le temps est arrêté, il peut bouger des choses, lui se déplacer, etc. Et celle d'Anthony permet de revenir de 5 minutes en arrière. Évidemment, ils ne sont pas au courant que l'autre possède aussi une horloge, et comme ils sont dans la même classe, c'est un peu le bazar. Voilà, j'en dis pas trop parce qu'après je spoil. Comment avez-vous réussi à écrire ces deux titres ? Les avez-vous écrits simultanément ? Alors non, en fait, j'ai commencé par écrire Robin, et j'avais envie d'en faire une série. Et en discutant avec mon éditrice chez Rajo, je me suis dit qu'au lieu d'en faire une série vraiment où c'est Robin le héros à chaque fois, c'était plus intéressant d'aller chercher les autres personnages. Donc là Anthony, et puis il y aura après Camille et Charlie. Et donc c'était plus intéressant d'aller chercher le point de vue de chacun. Et donc ce qui m'intéressait aussi là-dedans, c'était d'avoir des scènes en commun dans les deux livres, mais avec un point de vue différent, avec le point de vue d'Anthony et la même scène avec le point de vue de Robin. Donc j'ai écrit Anthony et après j'ai retravaillé beaucoup Robin pour rajouter des scènes en commun, que je voulais en commun. En quoi est spécial de voir deux livres sortir en même temps en librairie ? En tant qu'auteur, c'est chouette parce que du coup ils vont ensemble, ça crée tout de suite quelque chose de visuel qui est sympa. Et puis en librairie c'est un peu pareil. Tout de suite il y a deux romans côte à côte sur la table, donc ça donne pas la même impression, je pense, au lecteur. Ça peut un peu plus peut-être attirer l'attention, je sais pas. Combien de tomes aura la série Les Plieurs de temps ? Qui seront les prochains héros ? Alors comme je le disais, normalement il y en aura 4, au moins 4 en tout cas. Avec le prochain, ça sera Camille, je suis en train de travailler dessus en ce moment. Et ensuite ça sera Charlie. Quels sont vos futurs projets, notamment en young adult ? Alors les prochains projets, il y a des romans adultes mais je vais pas parler de ceux-là. En jeunesse, c'est un roman qu'on a écrit à 4 mains avec Jean-Christophe Tixier qui est juste là, qui va sortir chez Rajo en janvier normalement si tout va bien. On n'a pas encore de titre définitif donc c'est difficile d'en parler plus précisément, mais c'est une histoire de disparition, voilà, disons. Et puis, moi, j'ai un projet de roman ado toute seule aussi. Et puis ensuite, c'est Les Plieurs de temps. Je suis aussi sur l'écriture de celui de Camille. Nous venons de passer un agréable moment, mais poursuivons avec une autre interview, celle de Yael Hassan. Bonjour Yael Hassan, pourriez-vous nous parler de votre prochain titre à paraître en septembre, un roman d'aventure ou presque ? Alors, c'est un roman d'aventure ou presque, c'est un roman tout à fait atypique.
Voilà, c'est une chose que je n'ai jamais fait. J'ai essayé de me renouveler complètement et d'écrire des choses différentes. Donc c'est l'histoire en fait d'un journaliste qui se retrouve au chômage du jour au lendemain et qui son rêve étant qu'il voulait absolument écrire un livre pour la jeunesse. Il va essayer, voilà, d'entrer dans cette écriture de littérature pour la jeunesse. Et parallèlement à ça, à la vie de cet écrivain, on peut lire le roman qu'il est en train d'écrire. Voilà. C'est un livre un peu original, un peu atypique, et en même temps, sur le processus de création, comment on trouve des idées, comment on écrit un texte, comment on tient dans la durée. Donc en même temps, c'est un enseignement pour les gens qui aiment écrire. Dès la couverture, on imagine un livre très décalé. Qu'en est-il ? C'est pire que décalé, c'est un livre qui est complètement déjanté si tu veux, c'est drôle, on s'amuse, le journaliste en question, le héros du livre, il est très drôle, il est très, très tendre, très naïf, les enfants, les héros du livre aussi, c'est complètement décalé, je trouve que la couverture justement, l'éditeur Sierros, ça fait un très très bon boulot pour la couverture parce qu'on voit tout de suite, avant même de savoir de quoi il s'agit, que c'est un livre décalé et différent. Depuis quelque temps, vous écrivez en duo avec soit Rachel Hausvater ou Mathieu Radenac. Qu'est-ce qui vous plaît dans ces collaborations ? Alors, avec Rachel Hausvater, effectivement, ça fait très longtemps que j'écris, puisque ça fait 20 ans. Avec Mathieu Radenac, c'est plus récent. Mais ce qui ça m'apporte, mais déjà, c'est quand on écrit, en fait, on est très seul. Hein, on est isolé dans son bureau, on se pose des questions, on a des doutes, on ne sait pas si c'est bien. Souvent, on n'ose pas demander à son entourage. Et on se sent surtout très seul. Et quand on écrit à deux, on partage tout ça. Donc, c'est une façon différente d'écrire, mais c'est aussi une bouffée d'oxygène. Voilà, on s'amuse beaucoup plus quand on écrit à deux que tout seul en fait. Quelles sont vos futures publications pour la fin d'année ? Alors fin d'année, j'ai juste septembre, un roman d'aventure. J'ai un livre qui doit sortir ces jours-ci aussi qui s'appelle La révolte des moins que rien. Et je travaille sur mes textes maintenant pour 2018, dont un qui s'appellera soit Les pépins de Clémentine, soit Clémentine. Je n'ai pas encore le titre définitif. C'était une interview très enrichissante. Mais terminons notre saison en beauté avec l'interview de Séverine Vidal. Bonjour Séverine Vidal. Bonjour Prudence. Pouvez-vous nous présenter votre dernier roman, Nos cœurs tordus ? Je peux vraiment. Alors, Nos cœurs tordus, c'est un roman qui est d'abord sorti dans une revue qui s'appelle Je bouquine, sous le titre de Un cœur en équilibre. Et en fait, il est sorti là, chez Bayard, en édition, donc coécrit avec Manu Cos, à qui j'ai demandé d'imaginer d'autres voix autour de la voix de mon narrateur, qui est Vladimir, qui est un adolescent qui est en situation de handicap. Et donc, il a créé autour de lui d'autres personnages qui viennent raconter l'histoire de Vlad, mais vu avec leurs yeux à eux. Voilà. Vous avez écrit avec Manu Cos. Comment s'est déroulée la collaboration ? Elle était drôle, la collaboration, parce que Manu Cos, il est très drôle. Donc on a beaucoup rigolé ensemble, même si c'était sur un sujet un peu grave. Le livre, il est plutôt drôle. Je viens d'expliquer, en fait, on se connaît bien avec Manu. Je trouve qu'on a une écriture, on a deux écritures qui vont assez bien ensemble, qui peuvent s'accorder. D'ailleurs, là, je sais plus qui a écrit quoi, finalement. Il faut vraiment que je réfléchisse, c'est ça qui est drôle. Et en fait, je lui ai fait lire ce texte, qui était d'abord un texte court dans Je bouquine, et il l'a aimé. Ensuite, je lui ai dit, soit tu imagines la suite, soit tu imagines ce qui s'est passé avant, et lui, il n'a pas du tout fait ça. Il a eu envie vraiment de se mêler à ce que j'avais déjà écrit. Il a rajouté des chapitres en plein milieu de mon livre, comme ça, ici et là, et je crois que c'est vraiment réussi. Et on a collaboré par mail, en fait, on ne s'est pas tellement vu pendant l'écriture, et il m'envoyait tout ce qu'il écrivait, et puis ensuite on a proposé cette version-là à l'éditrice. Vous avez aussi publié un album Sur mon fil. Pouvez-vous nous en parler ? Alors je peux vous en parler, je vais aussi vous le montrer, c'est celui-ci. Alors Sur mon fil, c'est là une histoire qui est vraiment inspirée de ma vie. Cette petite fille, en fait, elle partage son temps entre la maison de son père et la maison de sa mère. Elle vit une semaine chez son père, une semaine chez sa mère. Et c'est quelque chose, moi, que j'ai vécu, pas comme petite fille, mais comme maman. En fait, mon fils a fait ça, une semaine chez moi, une semaine chez son père. Et il a 24 ans maintenant, donc j'ai de l'expérience en matière de garde alternée. Donc j'ai voulu raconter cette histoire-là, l'histoire du divorce, mais vraiment vue par la petite fille. Et elle raconte vraiment tout ce
qu'elle ressent, les bonnes choses, parce que sa vie n'est pas du tout triste, et aussi les moments plus durs pour elle, comme le moment du samedi où en fait l'un des deux parents vient déposer la petite chez l'autre parent et doit partir, donc il y a le moment de la séparation qui est un peu dur. Voilà, donc c'est le divorce, la garde alternée, vu par une petite fille qui se définit elle-même comme une funambule, parce qu'elle a l'impression d'avoir tendu un fil entre ces deux vies. Vous y abordez la vie d'une petite fille avec des parents divorcés. En quoi l'album se prêtait bien à raconter une telle histoire ? J'ai aussi parlé du divorce dans des romans. Là, ça s'y prêtait parce que j'avais envie justement qu'il y ait des illustrations. Et d'ailleurs, c'est bien parce que ça me permet de dire que les illustrations sont de Louis Thomas, qui est un illustrateur surdoué. Les illustrations, en fait, elles viennent apporter de l'humour et de la légèreté à un texte qui est plutôt poétique. Il n'est pas forcément lourd, par contre, le texte, mais il est plus poétique. Et lui, il est venu apporter des touches je trouve, d'humour. Et ça, c'était vraiment important. Et je pense que, voilà, j'avais envie de l'aborder pour des enfants plus jeunes, ce thème-là. Pouvez-vous nous parler de vos futurs projets ? Alors, je suis en train d'écrire un roman de science-fiction qui s'appelle Les Perséides. Les Perséides, ce sont des pluies d'étoiles filantes qui devraient normalement sortir, je pense, en 2018. J'ai pas mal avancé sur ce... Même si je suis très en retard, j'ai quand même pas mal avancé. Et puis, j'écris plein de choses très, très différentes. J'écris aussi des premières lectures pour les enfants de CP, donc la suite des aventures de Thiago. Je vais avoir une bande dessinée pour adultes qui va sortir, qui s'appelle 23 rue des Vagues, qui va sortir chez Marabout, également en 2018. Et puis j'écris toujours dans Je Bouquine une petite bande dessinée qui paraît tous les mois dans Je Bouquine et qui s'appelle Polar City, que je coécris avec Sandrine Beau. Et puis après j'ai un album qui va sortir sous forme de kamishibai. Je sais pas si tu connais, Prudence, les kamishibai. C'est des petits théâtres en carton ou en bois japonais qui permet une lecture en fait non pas avec des pages qu'on tourne, mais avec des tableaux qu'on présente et une lecture à haute voix pour des spectacles en fait. Donc je suis très contente parce que c'est la première fois que je vais avoir un livre qui sort en kamishibai et ça s'appellera Comment le ciel est devenu grand, et c'est un conte apache. J'en ai plein d'autres des projets, mais je pense que là, dans 1 heure, on y est toujours, donc c'est bien déjà. J'en ai détaillé quelques-uns. Encore des surprises du chef excellentes, vous ne trouvez pas ? Malheureusement, la saison 7 de votre émission préférée touche à sa fin. Le temps passe vite, n'est-ce pas ? Mais ne vous inquiétez pas, nous nous retrouvons l'année prochaine avec de nouveaux chroniqueurs. Bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de laisser un commentaire. Sur ce, l'ensemble des chroniqueurs vous souhaite d'agréables vacances. À bientôt, chers croque-lecteurs. In my dreams I see bright colors of midnight. My own fear is